Merci de nous regarder pour ce nouveau numéro de votre magazine. Nous parlons science dans l'ensemble et en général. Et aujourd'hui, nous en parlons avec Merdi Kitenge. Bienvenue. Merci, Monsieur Marcus. Bienvenue dans cette émission où nous parlons, où nous consacrons pour votre poème « L'Afrique en éternel deuil ». Vous êtes étudiant à la faculté des médecines et vous avez obtenu votre diplôme d'état à l'ISP Lubumbashi, IDAP, ISP Lubumbashi bien sûr. « L'Afrique en éternel deuil ». Merdi Kitenge, vous dites que vous avez les yeux rivés sur l'Afrique. Pourquoi ? Oui, j'ai les yeux rivés sur l'Afrique parce que, premièrement, je suis africain. Et lorsque je me promène dans les rues d'Afrique, quand je dis rues d'Afrique, c'est pas dire que je me promène seulement au Congo. Lorsque j'essaie un peu de voir tout le pays africain, pour être plus précis, surtout l'Afrique noire, je suis en train de remarquer que nous sommes en train de perdre notre identité. Et nous sommes en train de perdre aussi une partie de nous, ce qui fait en sorte que nous sommes là à se comparer aux autres. Nous sommes en train d'écrire notre histoire tout en se comparant à l'autre, le voisin, qui est l'Occident. Et c'est depuis l'âge de 15 ans ou 14 ans que j'avais eu à faire ces constats dans les rues africaines, ici chez nous au Congo et partout ailleurs. Et j'étais un peu dérangé par cette affaire. Je me disais, mais pourquoi l'Africain n'invente pas, l'Africain n'innove pas? Et pour nous qui avions fait des études avec un système qui est purement colonial, même lorsque vous regardez nos tests et autres, on nous a appris que Diogo Kao a découvert l'embouchure du fleuve Congo, une histoire un peu falsifiée, très falsifiée d'ailleurs. Pour nous qui avions étudié avec un système colonial, je ne sais pas si le système a déjà changé, mais pour nous qui avions étudié avec ce système-là, que moi j'appelle un système colonial, on était en train de nous aliéner sur le plan mental et nous, on ne comprenait rien. Et lorsque j'ai un peu grandi, j'ai à rencontrer quelques auteurs à travers des ouvrages d'esprit. Ouais. Quand je parle d'ouvrages d'esprit, ce sont des ouvrages où lorsque vous lisez, vous sentez qu'il y a un tilt qui se fait au niveau de votre cerveau. Et je me suis dit, mais bon sang, est-ce réellement ça l'Afrique? Vous voyez un peu, monsieur, je me suis dit, est-ce réellement ça l'Afrique? Beaucoup d'Africains ne savent pas que lorsqu'on parle de l'Égypte antique, les pyramides qui s'est construisaient, Imhotep dans la médecine, nous avons vu tous ces physiciens qui étaient là en Égypte, des mathématiciens. Beaucoup d'Africains, lorsqu'ils entendent parler de ces gens, pensent qu'il est question de l'homme blanc. Alors que lorsqu'on lit Nation nègre et culture de Cheikh Anta Diop, ouais, on se rend compte que ces gens étaient de noirs. Ouais. Et d'ailleurs plus noirs que moi. Et le jour que j'ai découvert cela, je me suis dit que je dois me mettre à écrire sur mon continent. Parfait. Et l'Afrique est en éternel deuil, mais qui est à la base de ces deuils? Bon, je dirais que la personne qui est à la base de ces deuils, c'est l'Africain lui-même, mais il est aussi dérangé par l'Occident, parce qu'on ne peut pas dire que le problème de l'Afrique sont que des problèmes endogènes. Non, les problèmes de l'Afrique sont endogènes, mais ils sont aussi exogènes. Je m'explique. Après les indépendances africaines, il s'est passé quelque chose. Je crois la MONUSCO s'était rendu compte que l'Afrique n'avait pas vraiment de livre d'histoire. L'ONU, voilà, je m'excuse. L'ONU s'était rendu compte que l'Afrique n'avait pas de livres d'histoire. Et alors, on demande aux scientifiques africains comme occidentaux, on leur demande d'écrire un livre sur l'Afrique. Chacun y va de son côté pour faire des recherches. Et c'est là que le professeur Cheikh Anta Diop va découvrir beaucoup de choses sur l'Afrique. Vous voyez? Et il y avait aussi l'Occident qui avait ses écrits. Mais en 1974, lorsqu'ils arrivent au colloque de Caire pour que chacun puisse exposer ses idées, c'est là qu'on se rend compte que les Occidentaux n'avaient que non pas falsifié, mais ils avaient que des rêveries. Okay. Ils disaient des choses sans
Preuve. Le colloque de Caire a été filmé. Et le colloque de Caire est dans l'histoire. Pourquoi est-ce qu'on ne nous a pas appris cela à l'école? C'est l'une des questions que je me pose et que je pose aussi au public. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas appris le colloque de Caire aux enfants, primaires comme secondaires? Et si ces colloques de Caire n'est pas appris dans des établissements scolaires, à qui revient la faute? À l'Occident qui a caché la vérité, soit à l'Africain qui ne veut pas recourir, soit s'est révolté afin d'acquérir cette vérité et de donner auprès de ses enfants. Donc c'est une question qui est aussi difficile, je dirais aussi philosophique, parce que je ne peux pas dire que l'Afrique est innocente. Quand je parle de l'Afrique, continent, je ne peux pas dire que l'Afrique est innocente, soit l'Africain est innocent. Nous avons aussi une part à faire. Nous avons aussi un mot à dire. Nous avons aussi un mot à dire. Nous savons tous que lorsqu'on nous apprenait la colonisation à l'école, il y a des choses qu'on ne disait pas. On cachait beaucoup de choses. Et pourtant, nous savons bien que la colonisation a renfermé beaucoup de crimes contre l'humanité. Mais jamais on nous dit ça à l'école. Mais si on ne dit pas cela à l'école, si on ne raconte pas cette histoire auprès de nos enfants, à qui revient la faute? À qui revient la faute? Alors, c'est ce qui fait que vous êtes en train de présenter l'Afrique comme un continent où vit la misère sans fin, la misère causée par la faim, la misère éternelle, la misère sempiternelle. Et bref, l'intitulé du livre, l'Afrique en éternel deuil. Oui, bon, premièrement, il faut préciser que le titre du livre est un peu métaphorique, parce que lorsque j'ai dit éternel deuil, j'ai eu à utiliser de l'hyperbole. En soi, il y a aussi de l'espoir dans ces livres. On ne peut pas dire que le livre renferme que l'éternel deuil de l'Afrique. Ouais. Non, il y a aussi de l'espoir. Raison pour laquelle je dirais à toute personne qui aura à lire ces livres qu'il y a aussi un appel au réveil dans ces livres. Une certaine révolte qui est positive, bien sûr, et non négative. Une certaine révolte. Et la jeunesse africaine doit se prendre en charge. C'est là que je dis qu'il y a aussi les deuils de l'Afrique. C'est lorsque l'Africain ne veut pas de l'africanité. C'est lorsque l'Africain ne veut pas du panafricanisme. C'est lorsque l'Africain s'est dit, bon, c'est comme nous dans notre domaine littéraire, on s'est dit, eh bien, la littérature, c'est Victor Hugo, lorsqu'on essaie un peu de voir en France, Belgique, de l'autre côté, outre-mer. Alors que nous avons aussi de grands esprits nègres qui ont eu à écrire. Voilà pourquoi moi, lorsque je lis Frantz Fanon dans son livre, si j'ai encore une bonne mémoire, Peau noire, masque blanc, si j'ai encore une bonne mémoire, Frantz Fanon dit « L'Africain a du mal à se situer lui-même. Quand l'Africain quitte le continent pour aller en France, une fois revenu en Afrique, dans son continent, il veut prouver aux autres qu'il était en Europe. Vous voyez, vous allez voir que les langages changent. Quand c'est un professeur d'université, il vous dit, eh ben moi, quand j'étais en Europe, je suis master à l'université de Paris, l'université libre de Bruxelles. Mais est-ce que le cerveau de l'Africain a besoin de ça pour l'instant? Parce que c'est une formation que nous donnons auprès des étudiants. La formation scientifique, elle est donnée aussi auprès des élèves. Ces élèves africains, ils ont besoin de quoi? Pour ma part, je pense que l'élève africain a besoin de connaître le vrai Sankara. L'élève africain a besoin de connaître Aimé Césaire, Frantz Fanon, Kalala Omotoune, tous ces grands qui ont marqué l'esprit africain, Lumumba, Kwame Nkrumah, tous ces gens-là. Parce que si on ne veut pas retracer le chemin vers nos ancêtres, si on ne veut pas retracer notre chemin auprès de gens qui nous ont précédés, de grands esprits nègres, alors nous sommes quel genre de peuple? Nous sommes un peuple sans âme, un peuple sans esprit. Parce que, M. Marcus, on doit se dire la vérité. Bien que nous sommes un pays francophone,
Jamais nous parlerons français comme un Français de France. Et c'est là que Léon Gondran Damas dit, ils veulent que je parle le français de France. Ma mère voulant d'un fils très bonne manière à table, le main sur la table. Si votre leçon d'histoire n'est pas sue, vous n'irez pas à la messe dimanche avec vos effets des dimanches. Taisez-vous. Vous êtes dit qu'il fallait parler français, le français de France. Voyez-vous, c'est un problème. C'est un problème vraiment. Mais néanmoins, comme je vous ai dit, le livre renferme aussi de l'espoir, une révolte, un réveil, mais il y a aussi un deuil. On va justement parler de la révolte, mais en attendant, à vous attendre de parler, toutes ces explications que vous venez de donner, on comprend pourquoi vous avez tant d'amertume dans votre cœur au sujet de l'Afrique, parce que le malheur de l'Afrique est maintenant son prélide, vous le dites. Oui, parce que vous savez, nous sommes un continent qui régorge tant des richesses, tant des richesses. S'il était question de prendre l'exemple avec mon pays, le Congo, nous avons beaucoup de mines. Le Congo est un pays riche. Mais qu'est-ce qu'on fait de ces richesses? C'est la question que je me pose. Qu'est-ce qu'on fait de ces richesses? Est-ce que c'est l'Africain qui bénéficie de ces richesses, soit c'est une autre personne qui bénéficie de ces richesses à la place de l'Africain? C'est là qu'il y a mon amertume. Lorsque tu te rends compte que tu es né dans un pays où il y a presque tout, mais ton pays ne fabrique pas de smartphone, c'est l'autre qui fabrique, et lorsqu'il vient avec ça ici, il le vend à $1000, $500. Pour celui qui comprend réellement cette affaire de choses, je me dis que c'est normal qu'on puisse ressentir de l'amertume. Nous avons presque tout en Afrique. Lorsque à la COP on fait de colloques pour, je ne sais pas moi, climat et autre chose, mais on fait référence à quel continent? L'Afrique. Il compte sur l'Afrique. Mais nous, en tant qu'Africains, qu'est-ce que nous bénéficions de ce que nous avons? De l'héritage que l'être suprême nous a donné. Pour celui qui comprend réellement cette affaire de choses, il s'est mis en pleurs. Et son cœur saigne. Réellement, le cœur doit saigner. Le cœur doit saigner. Imaginez-vous, j'ai un ami qui est ingénieur et il effectue un voyage pour la ville de Kolwezi dans la province du Lualaba. Il arrive là, c'est dans une entreprise chinoise. Et on lui donne des conditions. Si tu veux travailler dans notre entreprise, tu dois connaître l'anglais, tu dois connaître l'informatique. Déjà au niveau de l'anglais, moi je trouve que c'est pas normal. Normalement, ce sont eux qui, venant sur notre terre, doivent répondre aux critères de nos cultures et de nos mœurs. Et ce ne sont pas eux qui doivent nous imposer leur culture. Vous voyez qu'il y a un deuil dans ça. Et il te dit, si tu n'apprends pas l'anglais, moi tu ne travailles pas dans mon entreprise. Comme qui dirait, le mine appartenait à ses ancêtres. Comme qui dirait, le mine appartenait à ses parents, je ne sais moi quoi. Je comprends, quelque part, avec cette explication, là où vous dites que l'Afrique est ivre de l'acculturation. Ivre de l'acculturation, ivre de la technologie. L'Afrique est ivre de l'acculturation. Quand je dis ivre de l'acculturation, bon, le mélange, on ne refuse pas, le mélange est un enrichissement. On ne peut pas se dire que parce que nous sommes africains, on reste africain, et que nous ne serons pas en contact avec d'autres pays, soit d'autres continents. Mais ces contacts qu'il y a eu entre d'autres pays, d'autres continents, nous a rendus ivres. Senghor, il dit, nous allons dans un rendez-vous du donner et du recevoir. Mais lorsque nous, Africains, nous allons dans ce rendez-vous, qu'est-ce qu'on donne à l'autre? C'est un rendez-vous du donner et du recevoir. Mais nous, Africains, qu'est-ce qu'on donne à l'autre? Tellement que nous sommes très aliénés, il arrive parfois qu'on puisse se dire que nous ne sommes pas des humains. Parce que moi, je me rappelle, nous, lorsqu'on apprenait l'histoire aux humanités, voire même à l'école primaire, on nous disait que l'homme noir provenait du singe. Vous voyez un peu l'affaire. On vous dit que vous provenez du singe. Et lorsque vous grandissez avec ces mentales, qu'est-ce que ça fait? Ça vous aliène. Vous vous dites, bon, vous voyez,
En ce qui concerne la fabrication des véhicules et autres, moi, ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas dans la capacité de le faire. C'est l'autre qui doit le faire. Or, c'est faux. L'Africain est intelligent. L'Africain peut aussi innover en ce qui concerne le monde de la technologie. L'Africain a aussi un mot à dire dans la science. Mais puisque nous sommes très aliénés, on s'est dit, nous, on ne peut pas faire ça. Ça, c'est réservé aux autres. Nous n'avons pas la capacité. Mais quelque part, vous dites aussi que le cri de l'Afrique est une moquerie. Est-ce que cela n'est pas aussi un problème à ce niveau-là? Et puis, quand on parle de Afrique, vous dites que c'est de l'idiotie, de l'inintelligence. Mais pourtant, quelque part, dans l'Afrique, il y a aussi le F qui symbolise nos forces et nos faiblesses. Voilà, il y a aussi un F qui symbolise force et faiblesse. Idiotie, c'est en rapport avec mes lectures. Vous allez voir que lorsqu'un Africain monte en essence dans tout le domaine politique, économique, social, cet Africain-là est trahi toujours par son frère. Et c'est là que je évoque l'idiotie. Ce n'est pas un blanc qui était venu avec un revolver et a tiré sur Mosé Laurent Désiré Kabila. C'était pas un blanc qui était venu avec un revolver et qui a tiré sur Thomas Sankara. C'était un noir. Et c'est le noir qui trahit son frère noir. Et ces genres d'Africains, d'une manière générale, moi je les appelle des idiots. C'est là que j'évoque l'idiotie aussi de l'Africain. Parce que lorsqu'on écrit, de la poésie c'est pas comme un essai où on explique tout. Souvent en poésie on cherche à cacher à travers des figures de style. Et vu que c'est un poème, je ne devrais pas entrer en détail. Mais néanmoins, il y a aussi cet Africain idiotie qui est à la merci de l'autre. Au moment où Lumumba est en train de lutter pour l'indépendance, il y a de Kasavubu et de Moïse Tshombe, Mobutu et les autres qui, eux, négocient avec l'Occident pour l'assassinat de Lumumba. Parce que nous savons tous que si Lumumba était assassiné, c'est vrai, l'autre, soit la personne qui est au-dessus, c'est l'homme blanc. Mais l'homme blanc est passé par l'Africain. Et Lumumba a été amené ici sur le sol du Katanga pour être assassiné. Et à l'époque, il ne faut pas oublier qu'il y avait la sécession katangaise avec Moïse Tshombe. Pourquoi Moïse Tshombe a accepté qu'on puisse amener son frère de sang, qu'on puisse l'amener sur sa province? Or qu'il savait bien que Lumumba venait ici pour être assassiné. Et selon le fait historique, il paraît, je ne vais pas trop des précisions parce que dans le domaine scientifique, il y a des précisions, des vérités qui sont exactes et inexactes. Il paraît que Kasavubu, lorsqu'il appelle Tshombe, c'est pour lui dire, mon frère, je t'amène 3 colis. Et ces 3 colis étaient Lumumba, Okito et Mpolo. C'est aussi de l'idiotie de la part d'un Africain. Et cette idiotie est évoquée dans ses livres afin de créer une révolte. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe aujourd'hui. Regardez au Burkina Faso, le président Ibrahim Traoré. Il est en train d'écrire l'histoire. Mais combien de présidents soutiennent Ibrahim Traoré dans ce qu'il est en train de faire? Au nom de l'Afrique, bien sûr. Au nom de l'Afrique, voilà. Au nom de l'Afrique. Combien de présidents africains, pour mettre à part, je crois, Mali et Guinée, combien de présidents africains sont en train de soutenir ces présidents? Or, nous savons tous qu'il est en train de lutter contre l'impérialisme occidental, mais beaucoup plus l'impérialisme de la France. Nous savons tous cela. Mais est-ce qu'il a le soutien de ces présidents africains? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Malgré cela, vous dites que c'est toujours possible, hein, le changement. Toujours possible. C'est qui me pousse d'ailleurs à poser cette question, malgré que l'Afrique est un éternel deuil. Donc on ne peut pas remettre en question un jour sa liberté. Non, on ne peut pas remettre en question un jour sa liberté. Déjà que, sur le plan philosophique, le terrain de liberté, c'est un peu vague sur le plan philosophique. Mais moi, je pense qu'on ne peut pas remettre en question sa liberté. Nous sommes appelés à vivre
à vivre cette liberté humaine. C'est vrai qu'il y a certains des philosophes qui vous diront que l'homme n'est pas libre à 100%, mais néanmoins, cette petite part de liberté que nous voyons en France avec le français, cette liberté de Belge que nous voyons en Belgique, en Afrique, moi je pense que nous devons la rechercher. Et cela est possible. Et cela est possible. Lumumba disait que la libération d'esprit, la libération du mental de l'homme noir sera plus difficile à conquérir que la libération physique. Parce qu'aujourd'hui, sur le plan physique, bon, moi je suis libre, je ne suis plus sous colonie, soit sous esclavage, où on me donne de fouet, je dois marcher avec des rails de train pour construire des routes, pour construire des chemins de fer. Non, sur le plan physique, je suis libre. Mais sur le plan spirituel, le mental, mon cerveau, en tant qu'Africain, est-ce que je suis libre? Parce que vous savez, aujourd'hui, le blanc, je m'excuse, je ne suis pas raciste, le blanc est libre. Un blanc peut se réveiller et dire, bon, aujourd'hui je vais écrire sur l'Afrique, aujourd'hui je vais écrire sur le Congo, aujourd'hui je vais écrire sur l'Océanie, l'Asie. Il le fait et il est publié. Mais quand un Africain vient avec ses écrits d'œuvres d'esprit, avec de preuves à l'appui, on lui refuse. Voilà. Alors on va chuter presque, parce que l'Afrique sera libre. Vous en avez l'espoir. Il faudrait quoi pour être libre? Premièrement, pour être libre, faudra retracer un chemin entre nous et notre histoire. Et quand je parle d'histoire, je fais allusion à nos ancêtres. Nous devons retracer ce chemin. Et c'est ces contacts avec notre passé qui nous aidera à comprendre ce qui nous arrive aujourd'hui et ce qui peut nous arriver aussi dans le futur. Mais si nous refusons de créer ces contacts entre nous et notre passé, si nous disons que l'histoire reste l'histoire, elle est ancienne, elle ne servira à rien, nous commencerons toujours à nous faire humilier. Nous commencerons toujours à se comparer aux autres. Parce que, Monsieur Marcus, je ne refuse pas, vous êtes journaliste, moi je suis étudiant en médecine. Je peux vouloir me comparer à vous dans votre domaine du journalisme, mais si je ne connais pas le journalisme, si je n'ai pas l'historique, l'éthique du journalisme, je ne me vois pas bien faire la chose. Et c'est ce qui nous arrive. Nous nous comparons aux gens et nous ne connaissons pas notre passé. Du coup, c'est l'autre qui nous apprend. Et lorsque l'autre nous apprend, on n'arrive pas à bien faire la chose. En politique, on va vous parler de la démocratie. Mais qu'est-ce que la démocratie a produit en Afrique? Nous avons que des coups d'État, des élections qui sont falsifiées, troquées. Vous voyez l'affaire? Donc, bref, je dirais, nous devons créer un contact entre nous et notre passé. Voilà, un livre donc très intelligent parce que son auteur, il est extrêmement intelligent. Un livre qui vous exige obligatoirement de le parcourir. C'est un recueil de poèmes que vous allez sûrement beaucoup aimer et qui vous pousserait de chercher même l'auteur pour des entretiens, pas entretiens journalistiques, mais pour plus comprendre sa pensée, sa philosophie à travers ces recueils de poèmes publiés ici à Lubumbashi, à Calure Édition. Nous sommes non loin de l'arrêt Docteur, ici sur Lubumbashi. Merci, vous n'êtes qu'étudiant en médecine. Oui, en tout cas, félicitations pour ce livre et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci aussi à vous pour l'invitation. Et nous vous disons merci de nous avoir regardés. Vous pouvez retrouver cette émission sur Arc-en-Ciel RTV officiel sur YouTube. Merci et au revoir.